entre ceux qui ont une place dans la société et ceux qui n'en ont pas. Le constat actuel, vous le voyez, est sombre, et nombre de penseurs en appellent à la refondation d'un grand récit collectif, fédérateur. Quant à nous, nous nous sommes tournés vers 3 témoins engagés dans leur époque. Et ils sont engagés chacun à leur façon. Et ils sont très, très engagés. Je dis ça parce que je vais vous les présenter et vous allez voir, ils font énormément de choses, et j'allais dire de très belles choses. Et c'est vraiment un très grand honneur pour nous de les recevoir, et d'autant qu'ils sont très occupés. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Elena Lassida, Abdenour Bidar et David Le Breton. Alors, Elena Lassida, vous êtes docteur en sciences sociales et économiques et enseignante-chercheuse à l'Institut catholique de Paris, ou ICP. Vos thèmes de recherche sont tout à fait passionnants, chaque terme compte et chaque terme est intéressant. Vos thèmes de recherche concernent l'économie sociale et solidaire, l'utilité sociale et la création de valeur, l'écologie intégrale et le lien entre économie et théologie. Notre projet principal de recherche questionne aussi la pauvreté humaine et la pauvreté de la terre. Vous êtes directrice du master Solidarité et Transition durable, parcours économie solidaire et innovation sociale, toujours au sein de l'ICP. Mais vous êtes aussi membre du comité scientifique de la chaire Entreprise et biens communs, co-responsable du pôle éthique et identité, co-responsable de l'équipe de recherche normativité et société. On a eu du mal à se joindre avec Elena Lassida, et quand elle m'a envoyé sa biographie, je me suis dit, ah ben oui, je comprends pourquoi on a du mal à se joindre, parce que j'ai pas fini. Elena, vous êtes directrice du certificat Croisement des savoirs avec des personnes en précarité et directrice du certificat Évaluation de l'utilité sociale et mesure de l'impact social. Vous êtes par ailleurs présidente du groupe de recherche-action sur l'évaluation de l'utilité sociale. Et là, je ne me cache pas que je ne sais pas comment on le prononce, le GREUS. Le GREUS depuis 2021. Vous avez écrit chez Albin Michel Le goût de l'autre, avec en sous-titre La crise, une chance pour réinventer le lien. Abdenour Bidar. Alors, même constat. Vous êtes né dans une famille française de tradition soufie, docteur en philosophie, agrégé de philosophie, normalien de l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud, vous êtes haut fonctionnaire à l'Inspection générale de l'éducation nationale, chercheur associé au sein du groupe Société, Religion, Laïcité, GSRL, de l'École pratique des hautes études de Paris. Vous êtes aussi membre du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, cofondateur avec la psychologue Inès Weber du Centre de culture spirituelle Cézanne. Engagé, je dirais même militant spirituel, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, mais je vais quand même en citer quelques-uns. Génie de la France, en 2021. Révolution spirituelle, point d'exclamation, chez Almora, toujours 2021. Libérons-nous, point d'exclamation, des chaînes du travail et de la consommation, chez l'éditeur qui porte bien son nom, Les Liens qui libèrent. Laïcité et religion dans la France d'aujourd'hui, chez Priva. Les tisserands, réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Et puis aussi, quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui. Je ne cite que quelques-uns de vos ouvrages, dont certains sont à la librairie derrière nous. Vous pourrez en faire l'acquisition si ce n'est déjà fait. David Le Breton, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg et compagnon de route de l'EFI depuis des années, pour notre plus grand plaisir. Vous êtes l'auteur, là aussi, de très nombreux ouvrages, donc je ne vais en citer que quelques-uns. Des visages, une anthropologie. Marcher la vie, un art tranquille du bonheur. Sourire, une anthropologie de l'énigmatique. Anthropologie du corps et modernité, et aussi anthropologie
les émotions. Il y a un que sais-je aussi qui s'appelle la sociologie du corps, qui je crois en est à sa 3e édition, qui date de 2021. Autant d'ouvrages. Alors évidemment, je recommande la lecture d'absolument tous ces ouvrages pour les enseignants de yoga que vous êtes. C'est absolument fondamental. Voilà. C'est pas possible de faire autrement. Alors, je vous indique les règles du jeu, si j'ose dire. Chacun d'entre vous va pouvoir s'exprimer entre 15 et 20 minutes. Voilà, je serai là pour veiller au grain. Voilà, ensuite, évidemment, un dialogue va pouvoir s'instaurer entre nous, entre vous, justement. Nous nous engageons aussi à tisser des liens d'emblée. Et puis, bien sûr, je vous donnerai la parole aux personnes qui sont dans la salle pour que vous puissiez poser des questions. Voilà. Donc, je voudrais donner la parole pour commencer à Elena Lassida. Elena, vous allez nous parler, vous nous avez donné le titre de votre intervention. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Je vous en prie. Merci Anne, bonjour à tous. Très contente de me retrouver encore une fois. J'avais déjà eu l'occasion il y a quelques années de participer dans votre colloque. Et je commencerai par dire merci et bravo parce que je trouve que vous fêtez vos 50 années de vie et pour ça vous invitez des gens extérieurs. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose que les premières fois que Yves m'avait invité à participer de vos rencontres, j'ai beaucoup apprécié le fait que pour parler de vous, vous invitez des gens qui sont extérieurs. Je trouve que c'est la meilleure manière de se connaître, se reconnaître, de se confronter à des gens différents. Donc voilà, merci de cette invitation. Très contente aussi d'échanger ici avec vous, David. Et donc voilà. Alors, ma petite présentation pour ouvrir cette table ronde, je vais la faire un petit peu comme une espèce de petit récit qui est un peu en lien avec une expérience personnelle et qui dit un petit peu ma réflexion autour de ce mot qui aujourd'hui, qui est un peu banal, mais qui, voilà, pour moi est central, qui est le mot de relation. Et ce récit, je le fais en trois temps qui sont un petit peu aussi chronologiques dans mon expérience. Le premier, je l'ai appelé une révélation, et le deuxième, une frustration, et le troisième, une ouverture. Alors, les trois sont, sont des ressentis, mais c'est un petit peu des ressentis que j'ai eu autour un petit peu de ma pensée et ma réflexion autour de ce mot de relation. Donc le premier, c'est la révélation. Je l'ai appelé comme ça parce que, vous savez, vous l'avez peut-être compris dans la présentation, ma discipline de base, c'est l'économie. Et donc l'économie, c'est une science, en tout cas dans l'imaginaire général, n'est pas nécessairement associée à la relation. On attend que ce soit plutôt les sociologues, les anthropologues, les psychologues qui parlent de relations, pas tellement les économistes. Les économistes, on les attend plutôt sur des choses dures, voilà, sur la matière, sur l'argent. Et en fait, c'est ma réflexion sur l'économie m'a conduit un peu à la conclusion que la principale vocation et mission de l'économie est celle d'être un médiateur social. Et contrairement à ce qu'on dit d'habitude, on pense l'économie avant tout comme quelque chose qui produit des biens pour satisfaire des besoins. Eh bien, je crois et j'affirme aujourd'hui fortement que la principale mission de l'économie, c'est de relier les gens pour arriver à vivre ensemble. Alors, je suis arrivée un petit peu à cette conclusion que du fait de la relation au corps même de l'économie, à travers un long parcours, et
et qui, voilà, si je dis un peu cette conclusion de l'économie comme créateur de richesse relationnelle aujourd'hui, pour moi c'est une révélation dans le sens qu'aujourd'hui pour moi c'est devenu une évidence. C'est une évidence, mais c'est apparu progressivement et encore une fois je dis c'est pas une évidence pour la plupart en tout cas des économistes et des personnes. Alors, deux choses qui m'ont beaucoup aidé à arriver un petit peu à reconnaître cette révélation, c'est d'une part le travail que j'ai fait de mise en dialogue entre l'économie et la théologie. Et cette mise en dialogue est née également d'une frustration que c'était à chaque fois que je voyais qu'on les mettait ensemble, économie et théologie, c'était uniquement dans une confrontation morale, voire moraliste, où l'économie véhicule toutes les valeurs un petit peu négatives, l'égoïsme, l'individualisme, la concurrence, voilà, chacun pour soi, et de l'autre côté la théologie qui véhicule toutes les valeurs positives, la justice, le bien commun, l'amour, la solidarité. Et je disais, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui ne répond pas à ce qui était ma représentation de la théologie de l'économie. Et donc, ça m'a conduit à trouver un autre lieu de dialogue entre les deux, c'est le rapport à la transcendance. Et alors, en théologie, c'est clair, la transcendance, c'est Dieu. Et en économie, je ne parle pas beaucoup de transcendance, et pourtant, l'économie est bourrée de transcendance. Parce que dans l'économie, tout ce qui relève du collectif est vécu comme cette expérience de relation à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose de plus grand que soi. Et donc, ce rapport à la transcendance m'a permis de mettre en dialogue ces deux disciplines. Et puis, quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est à donner un peu de chair à cette réflexion qui était un peu abstraite, c'est l'économie sociale et solidaire, où justement, toutes les pratiques de l'économie sociale et solidaire ont montré à quel point, ce que je disais au début, l'apport principal de l'économie, c'est de créer de la richesse relationnelle. Et vous voyez, en économie, aujourd'hui, presque tout le monde reconnaît que quand on est dans l'économie et quand on fait une activité économique, il faut penser aussi à l'impact sur l'humain et à l'impact sur l'environnement. Mais ça reste des dimensions qu'en économie, on va souvent qualifier des externalités. Externalités, c'est le mot que nous utilisons. C'est-à-dire que ce n'est pas au cœur de l'économie. Et moi, ce que je dis, c'est exactement le contraire. C'est que la relation au vivant, c'est-à-dire à l'humain et au non-humain, au vivant non-humain, c'est au cœur même de l'économie. Voilà. Et ça, l'économie sociale et solidaire le porte très fortement. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour dire, c'est de là que je parle de relations. Et du coup, voilà, l'économie médiateur social, l'économie créateur de richesse relationnelle, montre à quel point pour moi la relation était au cœur de l'activité économique. Alors ensuite, une frustration. Parce qu'une fois que j'ai affirmé ça fortement, je sentais que la réaction était... En fait, tout le monde était d'accord quand je disais la relation est importante. Parce que personne n'est contre à ça. Tout le monde est d'accord que la relation est une dimension positive et essentielle. Mais ce que je entendais, c'était que la relation était considérée comme un moyen, soit comme un moyen en économie, très fortement, soit justement comme un impact extérieur, comme quelque chose d'extérieur. Et donc, du coup, la relation était quelque chose qui était instrumentalisé. Elle était un moyen pour vivre mieux, elle était un moyen pour faire des activités. Et donc, du coup, moi je disais, la relation est quelque chose d'existentiel, la vie se dit à travers la relation, et ce que j'entendais que les gens recevaient, c'était, oui, la relation est très importante, parce qu'elle aide à... Et donc voilà, cette instrumentalisation de la relation voilà, était pour moi une source très grande de frustration. Ça l'est toujours, parce que c'est un petit peu là que je continue à travailler. Et donc voilà l'ouverture aujourd'hui, quelque chose qui m'a donné un
pour essayer de développer cette dimension existentielle de la relation, ça a été l'encyclique Laudato Si. C'est une encyclique, une des dernières encycliques du pape François, qui justement met la relation au centre. Alors je vais juste dire un petit peu ce que je retire de cette encyclique pour penser, pour enrichir un peu ma pensée sur la relation. Vous savez, cette encyclique, c'est une encyclique sur l'écologie qui a été publiée juste quelques mois avant la COP21. C'est une encyclique, donc c'est un texte religieux, mais qui s'adresse à tous les habitants de la Terre. Et ce qui est magnifique de cette encyclique, c'est que, même si c'est un texte religieux, les premiers qui l'ont lu et les premiers qui ont parlé de l'encyclique n'ont pas été les chrétiens, ont été les politiques. Parce que c'est sorti, comme je disais, juste avant la COP21, les premiers qui ont parlé de l'encyclique publiquement, ça a été le président de l'époque, François Hollande, ça a été Ségolène Royal, qui était la ministre de l'écologie. Voilà. Donc c'est un texte déjà très intéressant du fait que, je pense, a été en premier reçu par les non-chrétiens. Alors, qu'est-ce que ce texte qui parle justement du rapport à la nature? Moi, j'ai dégagé trois principes pour moi qui structurent cette encyclique et qui, pour moi, je vais juste les évoquer ici en termes de qu'est-ce qu'elle me dit sur la relation. Ces trois principes, je les formule avec ces trois petites phrases. Tout est lié, tout est donné et tout est fragile. Et en fait, chacun me dit quelque chose sur la relation parce que dans cette encyclique, même si c'est le rapport à la nature qui est au cœur, le pape va dire, en fait, ça renvoie à quelque chose qui est existentiel dans la vie, que c'est la dimension relationnelle. Donc voilà, c'est pour ça que l'encyclique me parle beaucoup, parce que ça résonne avec un peu cette idée que ce qui dit la vie, c'est avant tout la relation. Alors, tout est lié, ça renvoie un peu à l'idée, encore une fois, vous voyez, aujourd'hui c'est une banalité de dire tout est lié. Dès qu'on dit quelque chose, on dit tout est lié. Voilà. Et je pense qu'on vit dans une société où rien n'est plus évident que tout est lié, parce que tout est fragmenté, tout est séparé. Mais voilà, on dit tout est lié, tout est lié. Voilà. Et voilà. Et c'est une phrase qui apparaît souvent dans l'encyclique, mais pour dire à quel point toutes les dimensions de la vie sont interdépendantes. Et que cette interdépendance est vitale. Et que donc, il ne faut pas séparer, au contraire, il faut relier toutes les dimensions, la dimension matérielle et spirituelle, la dimension économique et politique, la dimension de la nature et de l'humain. Voilà, tout est lié, donc cette expérience d'interdépendance comme une dimension majeure. Le deuxième, tout est donné, parce que ce que le pape dit, c'est la nature aujourd'hui nous rappelle à quel point la vie est avant tout un cadeau qu'on a reçu. On ne l'a pas fabriqué, c'est un don. Et donc, c'est de retrouver cette expérience de la gratuité au cœur de la vie. Donc, tout est donné, c'est redonner de la place à la gratuité dans la vie. Et puis le troisième, tout est fragile, c'est parce que, voilà, c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui fortement dans cette époque où il y a des crises multiples qui se succèdent. Et c'est de dire, face à la fragilité, et souvent ce qu'on pense, c'est comment on répare. Voilà, j'ai un bras cassé, comment je vais réparer mon bras? Eh bien, le pape dit, face à la fragilité, surtout, il ne faut pas réparer. Face à la fragilité, il faut saisir l'opportunité pour créer du nouveau, Quand ça casse, quand il y a un vide, quand il y a un manque, quand il y a une fracture, c'est justement l'occasion pour inventer du nouveau. Donc, tout est fragile, c'est cette invitation à la créativité. Et donc, voilà, ces trois phases renvoient un petit peu à trois expériences, aux trois dimensions qui me semblent centrales pour penser justement la relation comme existentielle, l'interdépendance, la gratuité et la créativité. Et ces trois expériences, pour moi, déplacent justement un peu la manière habituelle de penser la relation. Et je vais finir par là avec ces trois déplacements. La première,
déplace l'idée qu'on se fait de l'autonomie. Vous savez, c'est un mot très important dans notre société, il faut être autonome. Voilà, il ne faut pas être dépendant, on a horreur de la dépendance, et avec raison. Mais l'autonomie, on la pense avant tout comme indépendance. Voilà, être autosuffisant, ne pas avoir besoin des autres. Et en fait, ce que dit l'interdépendance, c'est exactement le contraire. C'est que, justement, pour être vivant, il faut être interdépendant. Et donc l'interdépendance, c'est justement cette relation qui nous rend dépendants les uns des autres. La dépendance est très négative, parce que ça veut dire que l'un dépend de l'autre. Et c'est cette réciprocité dans la dépendance qui rend vivant. Donc voilà, c'est le premier déplacement, l'interdépendance, qui permet de penser l'autonomie comme interdépendance, plutôt qu'indépendance. Deuxième déplacement, dans le tout est donné, je disais c'est la gratuité, et c'est de penser justement on pense souvent la réciprocité, l'échange, de manière instrumentale. C'est le terme que j'ai utilisé tout à l'heure pour parler de la réciprocité. C'est-à-dire, si on échange, s'il y a de l'échange, c'est parce que c'est utile. Je gagne quelque chose. Vous savez, on passe notre temps, chaque fois qu'on va faire quelque chose, à se poser la question, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et si ça sert à rien, on ne le fait pas. C'est mauvais. À quoi ça sert? Eh bien, la gratuité, c'est de dire, justement, aujourd'hui, ce qui rend vivant, c'est ces moments où on arrive à se détacher de l'utile. C'est quand justement, on accepte de recevoir ce qui arrive et qui peut-être ne sert à rien. Et voilà, donc voilà, ça déplace cette idée que le plus important, c'est l'utilité, c'est l'efficacité, et que peut-être dans l'échange et dans la réciprocité, le plus important, c'est cet espace de gratuité. Et le dernier, et je finis. Oui, parfait, hein, vous êtes... je pense que oui, je suis dans les... Voilà, et le tout est facile, je disais, ça invite à la créativité. Et voilà, et pour moi, ça déplace aussi une autre représentation un peu dominante de ce qui nous fait vivre. On est dans des sociétés où pour vivre, il faut maîtriser. Il faut maîtriser, et il faut assurer. Voilà. Et c'est l'idée de dire que la création, justement, la créativité, à la différence de la fabrication, c'est pas la maîtrise, c'est le lâcher-prise. C'est justement quand on lâche qu'apparaît la possibilité que quelque chose de non prévu, d'inattendu, puisse arriver. Quand on est dans la maîtrise totale, il n'y a aucune place pour la nouveauté. Il n'y a aucune place pour l'inattendu. Et donc voilà, ça déplace un peu cette idée que pour créer, et justement, il ne faut pas maîtriser, il faut laisser la place au lâcher-prise. Donc voilà, et trois petites phrases, tout est lié, tout est donné, tout est fragile, que pour moi aujourd'hui me permettent d'une autre manière d'essayer de dire pourquoi la relation est quelque chose d'existentiel et non pas d'instrumental, et que la principale richesse à produire ensemble, c'est la richesse relationnelle. Perdre en force, à force d'être utilisé. On a détricoté aussi tout cela dans le monde du yoga hier après-midi. Le yoga étant lui-même victime un peu de son succès et pouvant être instrumentalisé. Et à la suite de votre présentation, j'aimerais donner la parole à Abdeno Bidar parce que je pense qu'il y a déjà un tissage entre vous. Parce que tous les deux, vous êtes engagés dans cette idée de questionner cette relation et de vous engager pour peut-être faire en sorte qu'elle se tisse autrement. Voilà. Donc, Abdenour Bidar, je vous donne la parole. Votre intervention, vous l'avez titrée « Être tisserand du lien à soi, aux autres, à la nature, pour réparer ensemble le tissu déchiré du monde ». Je donne la parole. Merci Anne. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci beaucoup Monsieur l'Automatisme, merci beaucoup Isée, Tendance Masculier pour votre invitation. C'est la première fois pour ma part que je participe à vos travaux et je suis très heureux, je vous en remercie.
intervention, être tisserand du lien à soi, aux autres et à la nature. C'est le titre, Les tisserands, d'un livre que j'ai écrit il y a quelques années. Et quand j'ai écrit ce livre, Les tisserands, j'étais très sceptique sur le titre que je m'apprêtais à donner à ce livre. Je me disais que ce mot de tisserand était aujourd'hui très désuet, presque obsolète, qu'on n'entendait plus guère, que plus personne ne l'employait, et que probablement, à partir de là, les lecteurs de mon livre, si en effet je l'intitulais de cette façon, n'allaient pas forcément comprendre de quoi il s'agit. C'est tout l'inverse qui s'est produit. C'est tout l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que j'ai constaté dès la publication du livre et dès les premières interventions que j'ai pu faire à ce sujet, avec quelle facilité, avec quelle évidence, avec quel même appétit ou enthousiasme les unes et les autres s'emparaient de ce titre, et de ce titre au sens d'un titre qu'on se donne, c'est-à-dire que les gens me disaient monsieur, je suis une tisserande, je suis un tisserand, parce que comme vous, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, la mère de toutes nos crises était, en tant que crise de civilisation, bien au-delà de l'échelle française que vous avez évoquée, Anne, que la mère de toutes nos crises était bien peut-être une crise des liens, c'est-à-dire la perte de cette conscience pourtant ancienne, pourtant ancestrale, que tout est interdépendant dans une grande harmonie universelle. Moi, je suis de tradition musulmane, à l'intérieur de l'islam, je suis de tradition soufie, et pour nous, les soufis, la réalité est un arbre immense, c'est-à-dire que tout participe d'une vie unique, extraordinairement prodigue, extraordinairement généreuse, et nous sommes en permanence immergés, si nous le savions, si notre conscience était ouverte, nous sommes en permanence immergés dans ce que les soufis appellent Bahr el-Hadiyya, c'est-à-dire l'océan de l'unité. Pourquoi donc nous considérons-nous comme séparés les uns des autres, ayant des intérêts divergents? Pourquoi avons-nous divorcé si gravement de la nature? Pourquoi sommes-nous entrés avec elle dans la position du dominateur, dans ce rapport qui est un rapport d'arraisonnement, comme le disait Heidegger, c'est-à-dire un rapport de surexploitation? Pourquoi avons-nous fabriqué des sociétés au mépris donc de la loi fondamentale du vivant, qui est la loi de la reliance, la loi de l'harmonie, la loi d'un ordre subtil sans doute, qui n'est pas évident à voir, mais pourquoi avons-nous institué des sociétés dans lesquelles nous sommes en guerre, dans lesquelles nous sommes en concurrence, dans lesquelles nécessairement nous considérons que c'est moi qui dois triompher, c'est mon petit ego qui doit prendre telle ou telle place sociale, etc., etc. Et pourquoi également, au lieu de cultiver en nous-mêmes, d'abord en nous-mêmes, de travailler en nous-mêmes à cette conscience de l'unité, pourquoi avons-nous commencé par divorcer de nous-mêmes, par vivre aussi loin de nous-mêmes, aussi à la surface de nous-mêmes? Dans les tisserands, je commence par là. Je commence par dire que le lien à la nature restera un vœu pieux, le fait de se relier à la nature restera un vœu pieux, le fait de faire un effort de se relier à l'autre d'une manière plus intelligente, plus harmonieuse, plus sensible, plus hospitalière, plus compassionnelle, etc., eh bien, cela, la possibilité pour nous de le faire, la capacité pour nous de le faire, va dépendre d'un progrès de conscience. C'est-à-dire d'abord d'un travail, souvent on dit un travail sur soi. Alors j'ai l'impression qu'on est monté sur un cheval, donc il faudrait, comme le disaient les taoïstes, chevaucher le tigre. Moi je le vois de manière un peu plus tranquille, un travail avec soi, pour aller chercher chaque jour à l'intérieur de soi peut-être une autre façon de voir, et à partir de là, une autre façon de penser, et aussi à partir de là, une autre façon d'agir, un penser plus juste, un agir plus juste, à partir d'une conscience plus éveillée, d'une conscience plus claire. Quand je lisais sur votre site que le yoga est une voie de transformation, d'éveil, une voie de décentrement, alors décentrement, recentrement. Moi je dis souvent, le problème de notre civilisation moderne, qui a beaucoup insisté sur l'individu, sa fameuse autonomie, moi je vais y arriver tout seul, et puis c'est moi contre tous, le self-made man, je dis en réalité on a centré la civilisation sur un homme décentré. Et si on commençait par se recentrer, pour s'engager, parce que c'est ça qui nous motive d'abord aujourd'hui, et puis ensuite dans nos existences. Vous dites à Anne que nous sommes tous les trois désengagés, mais vous êtes aussi désengagés.
Nous avons tous aujourd'hui notre responsabilité, là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous nous associons avec d'autres. Nous avons tous cette responsabilité, comme je le dis souvent, de réparer ensemble un bout du tissu déchiré du monde. En réparer ou inventer, par rapport à ce que tu disais, pas nécessairement repriser, comme disaient nos grands-mères, ou ravauder, mais inventer de nouveaux liens, retrouver le sens de l'interdépendance. Mais je crois que ça commence par d'abord la capacité, par le travail avec soi, la capacité à s'ouvrir véritablement. Parce que sinon, on ne fera qu'avec les forces maigres de l'ego de base. Et les forces maigres de l'ego de base, elles finissent toujours par nous rattraper. Quelles que soient les magnifiques intentions, vous voyez, on est comme au départ un cavalier qui part la fleur au fusil pour changer le monde, mais si on n'a pas travaillé sur soi en même temps, dès que ça va se durcir, dès que ça va devenir difficile, dès qu'on va se retrouver toujours dans les mêmes conflits, dans les mêmes dilemmes, dans les mêmes, je dirais, impasses indépassables, c'est-à-dire c'est lui ou moi, c'est eux et nous. Vous voyez, bon. Et idem avec la nature, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à retrouver véritablement une empathie active pour la nature qui change par un effet domino tous nos mécanismes de fonctionnement, si, encore une fois, on ne va pas, on ne s'engage pas dans la relation à l'autre et dans la relation avec la nature à partir d'un constant travail avec soi. Bon. Vous avez la pratique du yoga. Il y a de multiples pratiques spirituelles dans l'humanité qui sont à notre disposition et qui permettent chaque jour, à des temps privilégiés, de s'arrêter, de prendre une pause et de travailler avec soi. Moi, j'ai par exemple, ma méditation soufie. Notre méditation soufie, c'est une méditation avec un chapelet. Tous les jours, on fait notre chapelet. Alors ce chapelet, vous voyez, c'est un objet très simple, c'est ça. On n'en a pas le privilège. Dans beaucoup de traditions, vous avez un chapelet. C'est une image symbolique de l'unité qui relie toutes choses. 100 grains, et au cœur des 100 grains, un seul fil. Un seul fil. Donc en réalité, en égrénant ce chapelet qui n'est pas seulement un petit objet physique en bois, c'est un objet symbolique, je travaille à m'immerger au quotidien dans la conscience de l'unité. Et c'est seulement, en tout cas, là ça je peux en témoigner, c'est l'expérience que je fais, c'est ça qui me permet, je crois, de m'engager véritablement, à la fois avec l'énergie suffisante, parce que cette énergie, dès lors, ne vient pas seulement de ce que j'ai appelé tout à l'heure mon petit égo de base, elle vient de ce à quoi je me relie par cet exercice spirituel, c'est-à-dire par la conscience de l'unité, à l'unité elle-même, à l'unité de l'univers, à l'unité du vivant. Et à partir de là, dans mon action, je vais y être plus sensible. Je vais être plus sensible à sa vulnérabilité partout où cette unité est rompue, partout où elle est violentée, etc. Bon. On se calme. C'est pas grave. Patience dans l'azur, comme disait Berlitz. C'est la passion dedans qui va dehors. Voilà, c'est le cœur qui déborde. Alors, donc j'ai écrit Les Tisserands il y a quelques années, tout le monde s'en empare avec beaucoup d'appétit. Tu as raison, Elena. Tout le monde aujourd'hui dit que tout est lié. C'est-à-dire que c'est devenu une affreuse banalité que de parler des liens. Alors, la question est de savoir comment en parler d'une manière féconde, qui va nous aider à agir, qui va nous aider à nous engager. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans Les Tisserands. Alors, je voudrais dire 2 ou 3 petites choses à ce sujet. Tout d'abord, lorsque aujourd'hui nous disons tout est lié, nous le disons d'une manière fataliste. C'est-à-dire que nous disons tout est lié au sens où on ne sait pas par quel bout prendre le problème. On a tous intériorisé, à toutes les échelles, quel que soit notre niveau de responsabilité, etc., on a tous intériorisé un sentiment d'impuissance, le sentiment d'être démunis face à des défis de civilisation, par exemple le défi écologique, qui a l'air de nous dépasser de toutes parts. Donc quand on dit tout est lié, souvent ce n'est pas positif. C'est-à-dire que ça fait référence à une sorte
En réalité, quand je dis de fatalité, nous avons rendez-vous, comme depuis le début de la modernité, avec quelque chose que nous, les modernes, nous avons produit et dans lequel nous nous sommes enfermés à toutes les échelles, qui est l'esprit de système et le système. Ce qu'on appelle le système. Nous, les philosophes, on a commencé par produire des systèmes de plus en plus gigantesques et de plus en plus clos à partir du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, l'idéalisme allemand, à partir de l'idéalisme allemand en particulier. Bon. Et puis, nos sociétés ont produit des systèmes et se sont organisées comme des systèmes, c'est-à-dire comme d'immenses totalités closes qui ressemblent furieusement par à la fois leur efficacité et leur mode de fonctionnement à des machines, à de grandes machines, mais on ne sait plus qui contrôle et quel est le bouton sur lequel on peut appuyer dans la machine. Donc, on a un premier problème de lien. On a un premier problème avec l'art des liens que nous avons perdus, c'est-à-dire que nous nous sommes liés, mais c'est comme si nous nous étions liés de plus en plus de manière maudite. C'est-à-dire qu'au lieu de produire des liens qui libèrent, ce qui est le nom effectivement d'une de mes maisons d'édition, nous avons produit de plus en plus des liens qui nous emmaillotent, des liens qui nous ligotent, des liens qui nous étouffent, des liens qui nous étranglent, des liens d'exploitation de l'homme par l'homme, des liens d'arraisonnement de la nature. La nature, nous l'avons liée à nous. Mais nous l'avons lié de manière maudite, comme on enchaîne une bête qu'on réduit en esclavage. Bon. Donc nous avons cette première difficulté avec le lien, que ce n'est pas seulement dans notre société ou dans nos sociétés le phénomène de la déliaison que nous observons, je vais y venir dans un instant, c'est-à-dire le phénomène de la rupture des liens, c'est aussi le phénomène de la prolifération des mauvais liens, c'est-à-dire des liens qui nous enchaînent. Donc il y a, je dirais, une première réflexion à conduire quand on veut devenir tisserand sur la façon de transformer nos liens, c'est-à-dire d'identifier là où nos liens nous enchaînent, là où nos liens nous ligotent, pour essayer de les transformer d'une manière qui soit beaucoup plus vertueuse. Je vais y dire dans un instant. Deuxième difficulté que nous avons avec les liens, je l'évoquais, c'est la déliaison. C'est-à-dire que nous vivons en effet dans des sociétés qui sont des sociétés complètement, Anne le disait au départ, plus que fragmentées. Des sociétés, je me souviens d'Alain Touraine qui disait déjà il y a quelques années, l'impossible idée de société, l'introuvable idée de société, l'inutile idée de société. Je me souviens encore avant lui de Norbert Elias qui avait titré son grand livre, le grand sociologue, avait titré son livre La société des individus, au milieu du XXe siècle. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés complètement atomisées en particules individuelles ou communautaires. Le communautarisme étant finalement qu'une version à plusieurs de l'individualisme moderne. Bon. Donc nous vivons dans des sociétés qui sont des sociétés éparpillées, des sociétés qui sont de plus en plus séparées. Notre président Macron disait il y a quelques années qu'il y a dans notre société un séparatisme islamiste contre lequel il faut lutter. Soit. Mais moi j'ai l'impression que de manière beaucoup plus générale, dans notre société, tout le monde est en train d'essayer de se séparer de tout le monde. C'est-à-dire que l'affirmation idéologique des identités, des cultures, des différences, et aussi le retour pour le pire des classes sociales, c'est-à-dire de différenciation sociale par le revenu qui vont séparer les gens, c'est-à-dire que si vous n'avez pas tel revenu, vous ne pouvez pas habiter dans tel quartier, eh bien c'est quelque chose qui est en train de finir, de nous éparpiller de manière telle que nos sociologues, désormais, je pense à Jérôme Fourquet, parlent de cet archipel français, mais en réalité de cet archipel qui est devenu la civilisation. Donc si j'ai écrit Les Tisserands, c'est parce que je crois, en faisant appel donc à cet antique symbolisme du tissage, c'est parce que je crois que nous avons à retrouver un art des liens, ou un art des liens qui libère, un art des liens qui libère en nous un certain nombre d'énergies. C'est ce dont je parlais tout à l'heure pour le lien à soi. Voyez, le lien à soi, c'est le lien à ce qui en soi est plus grand que soi. C'est le lien, mais qui s'en souvient aujourd'hui? Tu parlais de la théologie. C'est le lien à ce que saint Augustin appelait, dans ses confessions, notre possibilité divine. Ce que la théologie chrétienne a appelé le capax Dei.
le capable de Dieu en soi. Ça ne nous parle plus du tout aujourd'hui. Mais je crois que nous sommes attendus par le lien à soi, la nécessité de retisser le lien à soi. Si nous voulons libérer l'énergie de ce lien à soi, nous sommes appelés, mais beaucoup plus profondément que ce que nous propose aujourd'hui le lien à soi moyen, c'est-à-dire le bien-être. Je vais être dans le bien-être. Je suis plus un homme, je suis un chat. Alors, je ne suis pas contre le bien-être, attendez-moi bien. Mais quelle pauvreté, par rapport à l'altitude, à la dignité absolument extraordinaire à laquelle, dignité, altitude, nos anciens situaient la possibilité de la relation à soi. Saint Augustin, dans ses confessions, dit « Je me suis cherché moi-même. J'ai creusé au fond de moi pour me chercher moi-même. Je t'ai trouvé toi. » C'est-à-dire, je t'ai trouvé toi l'altérité absolue. Je t'ai trouvé toi le tout autre. Je t'ai trouvé toi le soi ou le jeu divin. Il dit « Je t'ai trouvé intimior intimo meo. » Je t'ai trouvé plus intime à moi-même que l'intime de moi-même. Alors moi je veux bien que nous, les modernes, nous ayons jeté le bébé avec l'eau du bain de la religion. Nous sommes des sociétés sécularisées, nous ne parlons plus de cette possibilité divine en nous-mêmes, mais si nous voulons prendre la question qui nous sollicite aujourd'hui au sérieux, qui nous convoque aujourd'hui au sérieux, c'est-à-dire retisser le lien à soi, jusqu'où allons-nous devoir réapprendre à creuser? Dans ma tradition soufie, on dit, écoute, tu es là, reste là, et commence à creuser. Si tu creuses suffisamment longtemps, alors à ce moment-là, tu auras creusé au bon endroit. C'est pas prendre une baguette de sourcier et puis essaye d'aller trouver un chaman au fin fond de l'Amazonie. Tu es bien ici. Tu es bien ici. Par contre, il va falloir creuser. Faire de tes mains une coupe. C'est-à-dire se mettre en position, comme on disait tout à l'heure, de recevoir quelque chose. Recevoir quelque chose qui est très très profond, qui était dans nos vieux symboliques, qui était symbolisé par le Saint Graal. Qui a une relation avec le Saint Graal? Ça paraît complètement désuet même de dire ça. Je parle d'une relation symbolique, bien entendu. C'est-à-dire qui se met en position dans la relation avec lui-même de s'ouvrir suffisamment, avec suffisamment de vulnérabilité, d'humilité, recevoir quelque chose qui est transcendant et qui pourtant est immanent. Et c'est la vertu aussi que je trouve dans le lien à l'autre et dans le lien à la nature. À quelles conditions est-ce que ça échappe à la banalité de dire il faut se relier à l'autre, il faut se relier à la nature? Merci monsieur. C'est très banal de dire ça. Mais quelle est la vertu, au sens aristotélicien? Quelle est la puissance? Quelle est la puissance du lien à l'autre? Souvenez-vous, on le cite souvent, mais on ne le travaille pas assez, on n'en fait pas un exercice spirituel. Souvenez-vous de ce que disait Emmanuel Lévinas. Le visage de l'autre m'avertit qu'il y a là, en face de moi, une réalité qui m'échappera toujours, qui me transcende absolument. C'est aussi un portail, c'est aussi une porte vers la transcendance. C'est-à-dire, c'est aussi un moyen pour moi, le petit être humain, de me transcender moi-même, de me décentrer, comme vous le disiez, c'est-à-dire de me décentrer pour me centrer sur quelque chose de plus vaste, qui n'est plus mon petit intérêt personnel, mais qui est l'intérêt du nous, la conscience du nous. Et que je suis toujours à cheval, mais là dans le bon sens du terme, entre des considérations d'ordre spirituel et des considérations d'ordre politique. Spirituel, pas au sens religieux du terme nécessairement, même si ça peut passer pour certains par la religion, mais c'est-à-dire que je suis continuellement ramené au fait que, comme le disait Martin Buber, il s'agit toujours de commencer par soi, mais de ne pas se prendre pour but. Mais toujours commencer par soi. Donc c'est de plus en plus pour moi une évidence que nous avons à nous inviter mutuellement à partir de l'intérieur, à repartir de l'intérieur, à travailler un véritable éveil. Bon. Et politique, parce qu'aujourd'hui les défis sont des défis politiques au sens de la civilisation dans le village global. Donc souvent je dis aux méditants, engagez-vous, ou je dis aux méditants, militez, et je dis aux militants, méditez. C'est ce que je disais dans Révolution spirituelle. Vous voyez que les deux cultures s'hybrident, que les deux cultures se fécondent,
Voyez, parce qu'aujourd'hui, il va falloir être à la fois dans la méditation et dans l'engagement. Et libérer en nous des énergies absolument formidables pour nous aider à reprendre la mesure de ce que nous faisons ensemble. Bon. Sinon, on va répéter le cycle vicieux, le diallèle des éternelles ou des perpétuelles erreurs. Bon. Et donc, étant dans cette réflexion entre spirituel et politique, souvent je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun à l'échelle qui est la sienne. Et j'ai trouvé une petite formule, alors c'est comme toi, on se donne comme ça des formules repères qui nous aident à penser de manière un peu plus claire. Je dis, ben aujourd'hui, si on pouvait former ensemble, là où nous sommes, des petits écosystèmes de vie bien reliés. Des fois, je les appelle des écosystèmes de vie spirituelle. En réalité, on est obligé de mettre spirituel. Des écosystèmes de vie bien reliés. C'est-à-dire que ce projet, retisser le lien à soi, retisser le lien à l'autre, retisser le lien à la nature. Et non pas de manière spéculative mentale, mais véritablement vécue. Et bien là aussi, je redécouvre l'interdépendance. C'est-à-dire, moi, tout seul, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle je vis n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas pensée pour ça. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'elle nous fragilise, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'elle nous condamne à rester des petits égos de base qui, étant trop fragiles pour libérer en eux une énergie spirituelle, vont être la proie d'appétit, de prédation, d'exploitation et d'asservissement toujours plus grands. Bon, vous trouvez peut-être que ma vision de la société est un peu noire, je dramatise à dessein. Bon. Non, mais donc, si nous pouvions, là où nous sommes, alors tu as dit, j'ai créé avec Inès Weber, la psychologue, le Centre de culture spirituelle César. On a fait quelque chose de simplissime à une toute petite échelle. On a fait ça au moment des attentats, à partir de 2015-2016. On s'est dit, dans cette société française où tout le monde est à couteau tiré, où tout le monde se méfie de tout le monde, où on a vis-à-vis de l'islam, c'était une espèce d'énorme problème qui est en train de monter, il faut absolument créer des lieux. Alors, quand on invente quelque chose, ça, une fois qu'on l'a inventé, ça paraît simple. C'est dit qu'il faut trouver des lieux dans lesquels athées, agnostiques, croyants de toute confession, de toute obédience, entretenant tel rapport X ou Y avec sa relation, avec sa tradition, vont pouvoir se retrouver, partager leurs questionnements existentiels, faire silence ensemble, sans nécessairement faire un exercice de pleine conscience ou faire zazen. Chacun viendra s'asseoir. L'un va faire réciter une prière, l'autre va simplement faire le vide, l'autre va faire tel exercice, encore une fois, qui va être un exercice de mindfulness, etc. Chacun est le bienvenu. Mais nous allons nous donner dans cet espace l'opportunité de ce que j'appelle concrètement un écosystème de vie bien relié, c'est-à-dire l'opportunité de nous apercevoir que nous avons des besoins fondamentaux qui sont plus essentiels que ce qui nous sépare. Il ne croit pas en tel Dieu, je ne crois pas en tel Dieu, il ne croit pas en un Dieu du tout, moi je crois en un Dieu, moi je ne crois pas en un Dieu, lui il y croit. Eh bien, en réalité, lorsque nous nous mettons en silence, assis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, les êtres humains, on fait ce geste ancestral, ce geste universel qu'ont commencé à faire les premiers rishis de l'Inde. On commence par se mettre à l'écoute. On commence par. On ne sait pas si ça va venir du dehors, on ne sait pas si ça va venir du dedans. Peut-être ça va venir des deux à la fois. Et on fait l'expérience ensemble que dans ce retour à quelque chose de primordial, à quelque chose d'inaugural, qui est le fait de s'ouvrir en se mettant à l'écoute, nous partageons quelque chose qui est absolument essentiel. Et ensuite, quand on pratique cela, une fois qu'on revient à la parole, on revient à la parole. On revient déjà un peu transformé. C'est-à-dire déjà un petit peu plus disposé parce qu'on est plus en accord, parce qu'on est plus en paix. Déjà un petit peu plus disposé à écouter ce que dit l'autre, à le prendre en compte, à en prendre soin, à se mettre à sa place, etc. Et la condition est que l'exercice soit répété. Comme le disait le psychothérapeute Karl Friedrich Turkheim, il disait chaque jour un exercice et le quotidien comme exercice. Donc j'appelle aujourd'hui à cela, c'est-à-dire, je dis, si vous vous reconnaissez dans ce titre de tisserand, des deux tisserands, vous avez une possibilité, vous avez une responsabilité, vous avez une capacité qui est de créer là où vous êtes, à la façon qui vous ressemble, pas en créant le sésame comme nous on l'a créé.
qu'il va falloir que chacun fasse appel à son inventivité, à sa créativité. Mais dans le lieu où vous vivez, dans le collectif où vous militez, dans l'entreprise ou l'administration à laquelle vous travaillez, comment est-ce qu'on va repenser les finalités, j'ai été sensible à l'expression que tu as employée, pour remettre quelque chose d'autre au cœur, véritablement. C'est-à-dire faire de cette culture du lien quelque chose qui est absolument essentiel et qui n'est pas instrumentalisé. Qui n'est pas instrumentalisé, c'est-à-dire que, par exemple, dans une entreprise, on ne va pas faire simplement 5 minutes de méditation par jour pour ensuite être plus performant. C'est pas ça le but. Donc comment est-ce qu'on va réussir ensemble, grâce à l'intelligence collective, à repenser la vocation essentielle des lieux dans lesquels nous nous engageons, nous vivons, nous travaillons, pour que, grâce à ces écosystèmes de vie bien reliés, la sève de l'arbre, dont je parlais au départ, la sève de l'arbre universel, coule enfin à travers nous et entre nous. Voilà, merci. D'Elena, et on reviendra sur cet engagement, sur cette question de l'engagement. Je voudrais maintenant donner la parole à David Benoît. David, en fait, on peut penser que la transition est délicate entre les interventions d'Elena et la vôtre, parce que j'avais envie de dire, vous situez peut-être dans quelque chose de l'ordre du plus intime, mais vous êtes sociologue, et effectivement, finalement, vous, la façon que vous avez de vous intéresser à l'intime est toujours reliée à quelque chose qui va au-delà de l'intime et qui permet de relier cet intime justement à de l'autre, à du plus grand, comme l'ont évoqué Elena et Abdeno. Donc je vous laisse maintenant prendre la parole et je précise que le titre de votre intervention, c'est « Chercher sa place dans le monde ». Merci Anne, merci Isée, merci Patrick, merci à les filles. Je suis heureux d'être un compagnon de route et c'est pour moi d'ailleurs un mot-clé, ne serait-ce que pour les réflexions que nous avons depuis quelques jours. Voilà, être compagnon de route, ça veut dire ne pas être directeur de conscience, ne pas être disciple, mais cheminer ensemble. Et merci à toutes et à tous de nous écouter. Mon intervention sera sans doute plus intranquille, voire plus inquiète, évidemment, puisque l'anthropologie, les sciences sociales ont pour vocation de penser la complexité du monde, de penser l'ambivalence du monde, et puis plus le temps passe, plus je vieillis, plus j'ai l'impression qu'il faut aussi qu'on apprenne à penser le mal d'une certaine manière, l'impression d'un monde qui est rongé par cette question un peu théologique, qui n'est pas du tout sociologique, anthropologique, mais en tous les cas qui finit par nous hanter. L'anthropologie, évidemment, c'est le regard éloigné de Claude Lévi-Strauss, c'est le détour de Georges Ballandier, c'est donc le pas de côté, on pourrait dire, à l'image d'un mai 68, c'est dépayser nos représentations, dépayser nos valeurs, et puis voir comment ça se passe ailleurs dans le monde, pour justement se frayer éventuellement des chemins sur l'exemple des autres. Alors, j'ai envie de quelques mots sur mon engagement, qui est, puisqu'il est un peu paradoxal d'une certaine manière, j'ai toujours été absolument opposé au militantisme, pour avoir grandi d'ailleurs dans un milieu ouvrier et avoir vu aussi, quand je suis devenu étudiant, une certaine terreur, entre guillemets, du marxisme, du trotskisme, du lacanisme aussi, ou d'autres choses de cet ordre-là. J'ai appris à penser en toute indépendance. Et puis, j'étais aussi en rupture avec les sociétés dans ces années-là, et je suis parti du Brésil avec le sentiment de la volonté de ne plus jamais revenir. Je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais en tous les cas, sur les chemins du Brésil, j'ai pensé que mon travail d'anthropologue n'était pas de militer, c'est-à-dire de limiter. Je joue avec les mots. Militer, c'est toujours limiter. Et que mon travail d'anthropologue était plutôt d'illimiter le monde. Ce qui est évidemment une forme plus puissante, sans doute, d'ouvrir le monde, et puis mais de redonner aux acteurs la possibilité de créer ensemble des formes d'alternatives. Donc de ne plus être dans le suivisme, dans toutes ces formes parfois de terreur intellectuelle qu'on peut connaître. Et donc, cette manière d'être d'illimiter, entre guillemets, le monde, pour moi, je le traduis surtout dans mon enseignement, évidemment, en tant qu'enseignant en sociologie, et puis dans mes livres, puisque je crois d'ailleurs que je dirais que mon engagement majeur, c'est quand même l'écriture, puisque j'ai énormément écrit. Et j'ai aussi quasiment terminé
tous mes livres sur une ouverture. Je suis quelqu'un qui refuse de conclure parce que justement le monde est trop ambivalent, trop liquide, trop fluide pour pouvoir l'enfermer dans quelque formule que ce soit. Donc j'aime bien terminer d'ailleurs en déconstruisant mon propos, en écrivant sur le visage que finalement le visage reste une énigme, ou que le silence est le dernier mot quand je construis une anthropologie du silence, etc. Donc ne jamais être un directeur de conscience, ce qui est pour moi la pire des choses, même si un certain nombre de sociologues se sont consacrés à ça d'une certaine manière. Voilà, alors après avoir dit tout cela, il faut évidemment resituer notre débat et les questions qu'on se pose du retissage du monde à travers l'hyper-individualisation du lien social de nos sociétés contemporaines, évidemment. Parce que quand on parle de tisser du lien, on est dans la résistance. On n'est absolument plus aujourd'hui dans des mouvements sociaux majeurs. Nos sociétés donc, sont des sociétés hyper individualisées. Plus on avance dans le temps et plus l'individualisation du lien social et du sens et des valeurs s'accroît évidemment. Donc, disons pour aller vite qu'on est passé encore dans les années 70-80, il y avait un consensus, un relatif consensus de sens, de valeurs dans nos sociétés. Il y avait un horizon commun de sens à travers les cultures de classe, à travers les cultures régionales, à travers encore des cultures religieuses qui étaient encore relativement bien cristallisées dans nos sociétés. Et puis à partir des années, et je dirais que la sociologie qui représente ça, c'est vraiment Bourdieu avec son univers extrêmement figé, mécaniste, mais en même temps qui prend en compte qu'il y a des classes sociales qui sont différentes les unes des autres. Bon, voilà. Mais ça vole en éclat à partir du début des années 90, et plus on avance dans le temps, et plus ce morcellement du lien social, ce morcellement du sens, ce morcellement des valeurs, ne cesse de s'accroître et dans le monde entier, à travers la mondialisation, par exemple, puisque ceux comme beaucoup d'entre nous qui avons beaucoup voyagé, on se souvient encore d'un monde où quand on franchissait une frontière, on entrait vraiment dans un monde dépaysé, insolite, déconcertant, et on était dans l'émerveillement de découvrir des villes dont on avait entendu parler quand on était petit. Et aujourd'hui, si vous êtes à Rio ou à Vancouver ou à Tokyo, vous retrouvez exactement les mêmes enseignes, vous entendez exactement les mêmes musiques qui sont omniprésentes partout. On a l'impression qu'on ne peut plus vivre aujourd'hui sans des musiques d'ambiance. Vous retrouvez les mêmes films, etc. La mondialisation. Dans le domaine des conduites à risque de nos jeunes, sur lesquels j'aime beaucoup travailler, vous retrouverez les mêmes dans le monde entier aujourd'hui, les scarifications, l'addiction aux écrans, etc. Donc voilà, on est dans un monde mondialisé, mais en même temps terriblement fragmenté, où les horizons de sens ont complètement disparu. Alors, donc, c'est pour ça que retisser du lien, ça veut dire effectivement entrer dans des formes de résistance. Tout ce qui reliait à voler en éclats. Donc j'ai évoqué les cultures de classe, j'ai évoqué les cultures régionales, les cultures religieuses. Ce qui a, je crois, d'ailleurs accéléré tout ce processus, c'est évidemment Internet. Je dis parfois en rigolant que si un Dieu me proposait de satisfaire un vœu, je dirais on supprime absolument Internet, parce que je pense que ça a été le commencement de la fin, c'est-à-dire de cet hyper-morcellement du monde d'aujourd'hui, hyper-individualisation, un monde où on est de moins en moins ensemble, mais de plus en plus les uns à côté des autres, mais en rivalité éventuellement les uns à l'encontre des autres, avec cette autonomie effectivement qui est une valeur majeure de nos sociétés, mais une autonomie extrêmement difficile à assumer pour nombre de nos contemporains. Dans cette... on peut dire que dans ces années, justement, 2000, l'impératif catégorique kantien, on ne fait pas à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse à toi, est complètement liquidé au profit de ce que Gilles Lipovetsky appelle l'impératif narcissique, c'est-à-dire moi et les autres, évidemment. Et la subordination donc du lien social à ces intérêts personnels qui explosent aujourd'hui partout dans d'innombrables contextes, je crois d'ailleurs, professionnels, politiques, sociaux, etc. On est dans cet univers du moi personnellement je et les autres m'indiffèrent quelque peu. Donc,
l'impératif narcissique. Et dans ce contexte, donc, comment retisser du lien? Alors je pense déjà qu'il faut se rappeler que beaucoup de gens sont parfaitement contents de leur sort, qui n'ont pas du tout envie de retisser du lien dans cet univers, justement, où ils sont... il ne faut pas confondre la solitude et l'isolement, d'ailleurs, d'une part, et puis la solitude, elle peut être choisie, elle peut être revendiquée, l'isolement est davantage une violence sociale ou autre, mais indépendamment de ça, il y a énormément de gens qui sont comme des poissons dans l'eau, dans cet univers de la mondialisation, de la virtualisation du monde et autres. Et d'ailleurs, il suffit de faire quelques pas dans les rues de Paris ou de Strasbourg, et puis de ne plus rencontrer personne, puisque tout le monde est prosterné. Le religieux, j'emploie exprès un terme religieux, puisqu'on est plus prosterné aujourd'hui devant les dieux, mais devant son portal. Et vous voyez, quand j'arrivais de la gare tout à l'heure, j'ai vu des centaines de gens prosternés devant leur portal, parce que le monde maintenant, il est dans cette petite boîte, il est derrière les écrans, et manifestement, d'ailleurs vous baladez dans les couloirs de la fac, vous voyez, tous les étudiants sont derrière leur portable, il n'y en a quasiment pas un qui lit ou qui écrit ou qui prépare un exposé, ils sont tous derrière leur portable. Donc voilà, comment voulez-vous retisser du lien dans cet univers justement de virtualisation du rapport à l'autre, et puis de l'indifférence concrète aux autres, parce que quand les gens qui avancent tirés par leur portable, vous rentrent dedans, ils sont absolument dans l'indifférence du monde qui les entoure, et après eux le début d'une certaine manière. Donc déjà, quand on veut retisser du lien, il faut s'affronter aussi à cette puissance aujourd'hui des technologies, et puis au fait que énormément de nos contemporains investissent, sont passionnés par le métavers, par toutes ces relations sociales à distance qui évitent justement de se compromettre avec un monde finalement qui fait de plus en plus peur aujourd'hui. Donc déjà, ce serait un premier point, retisser du lien, mais pour qui, pourquoi, puisqu'il n'y a pas forcément de consensus à cet égard. Et puis j'évoquerai, donc, pour terminer mon propos, quelques lieux, en tous les cas, où du lien se reconstruit, où du goût de vivre s'élabore à nouveau, évidemment, mais qui sont des formes de résistance. C'est-à-dire la marche, sur laquelle j'ai énormément écrit, et qui m'intéresse non seulement en tant que marcheur, mais aussi en tant que sociologue. Et puis, je vais uniquement parler de la marche. La marche qui est une manière justement un lâcher-prise, mais un lâcher-prise, comment dire, où on lâche prise de ces contraintes d'identité, c'est-à-dire de toutes les responsabilités sociales, familiales, professionnelles, amicales qu'on a. Quand on marche sur les sentiers, on ferme la porte derrière soi, et derrière soi, il y a justement tous les soucis, il y a toutes les responsabilités qui nous passent, qui nous écrasent parfois, il y a le fardeau d'être soi, d'une certaine manière. Je crois qu'on n'est plus uniquement dans les fatigues d'être soi qu'avait dit Anna Arenberg, on est rentré vraiment dans le fardeau d'être soi, parfois, l'écrasement d'être soi, parce que j'avais d'ailleurs analysé dans Disparaître de soi, la grande difficulté à assumer son existence dans le monde d'aujourd'hui où on est seul d'une certaine manière. Et en revanche, les marcheurs sont dans une disparition heureuse de soi, une disparition propice de soi, à travers évidemment un renouvellement des rencontres, puisque vous le savez bien, quand on marche sur les sentiers et qu'on croise d'autres marcheurs, on se salue, on échange des sourires, on échange des informations sur les fermes auberges, sur les difficultés du sentier à tel ou tel endroit. La marche est vraiment de manière exemplaire, finalement, une manière de retisser du lien en retrouvant l'élémentaire de la condition humaine. Si on remonte à quelques millions d'années, les premiers humanoïdes qui se sont redressés, qui ont libéré leur visage, qui ont libéré leurs mains, etc. Les marcheurs sont un peu dans ces retrouvailles avec un monde infiniment ancien, où on est réduit à son corps, mais pour le meilleur, évidemment, où on est livré à ses sens, on est livré à son rythme personnel, on est livré charnellement au monde qui nous entoure. Donc le monde de la marche, c'est un monde de retrouvailles avec les autres, avec le lien social. Les fermes auberges qui nous accueillent d'ailleurs ont rarement des tables séparées, comme vous le savez, c'est-à-dire que vous vous retrouvez autour d'une grande table, vous
vous faites connaissance de gens qui viennent de tous les pays du monde, de toutes les religions. Si vous êtes par exemple à Compostelle, même ce sera un tout petit peu moins le cas dans les Vosges, mais en tous les cas, vous allez rencontrer des gens de tout un tas de conditions sociales extrêmement différentes et vous allez parler pendant 1 heure, 2 heures en ignorant l'état civil dans nos sociétés hyper hiérarchisées d'aujourd'hui, où les inégalités sociales sont considérables, et bien vous allez échanger pendant des heures avec quelqu'un dont vous ignorez s'il est député, si c'est un grand cinéaste ou un chômeur ou un paysan qui a réussi à se dégager quelques heures pour aller marcher. Donc c'est vraiment un univers finalement assez remarquable dans nos sociétés contemporaines, où on est enfermé en soi, dans l'entre-soi également. Là, c'est vraiment l'ouverture au monde dans tous les sens. Et puis, c'est aussi évidemment une manière de se retrouver soi. C'est évidemment un peu abstrait de dire ça, parce que même on ne se perd jamais, on ne peut pas être différent de soi, évidemment. Mais en tous les cas, on retrouve des versions plus heureuses de soi à travers la marche, en retrouvant le corps, les sens. Nos sens sont rejoués différemment que dans nos vies quotidiennes, et notamment dans l'univers urbain, même s'il y a aussi un bonheur de la marche urbaine. Mais marcher, par exemple, dans les forêts, dans les déserts ou ailleurs, sur le sentier des douaniers en Bretagne, c'est voir le monde autrement. C'est un autre régime de la vie. Quand on marche à Paris ou ailleurs, on est toujours sur le qui-vive, évidemment, pour ne pas être renversé par une voiture, une trottinette, ou se cogner contre un autre passant. Quand vous êtes sur les sentiers, vous ouvrez vos yeux sur le monde et vous êtes dans la contemplation plutôt. Vous retrouvez la beauté du monde qu'on a tendance à oublier justement dans nos vies quotidiennes, parce que notre regard est plutôt utilitaire. Faire gaffe de ne pas tomber, de ne pas se heurter aux autres, etc. On retrouve le sens de l'olfaction, par exemple, qui est évidemment quasiment liquidé dans nos villes, hormis les odeurs de friture ou de diesel ou autre. Mais quand vous êtes, selon les saisons, évidemment, dans les forêts, vous allez sentir des odeurs innombrables de fleurs, d'arbres, l'odeur de la terre après la pluie, sous le soleil, etc. etc. C'est aussi retrouver d'ailleurs même le toucher. On vit dans des sociétés où le toucher est extrêmement méprisé. Et on dit aux enfants, ne touche pas à ça, c'est sale, etc. Et là, par contre, quand un enfant marche dans la forêt, il va être autorisé à toucher les feuilles, comme nous autres d'ailleurs, quel que soit son âge. On a parfois envie de toucher les pierres, de mettre sa main sur l'écorce d'un arbre, de tâter une fleur ou une feuille qui nous paraît étrange. On va plonger sa main dans l'eau fraîche d'un torrent, on va se baigner, même quand on en a l'occasion, etc. Donc on retrouve une tactilité du monde que dans la vie quotidienne nous oublions. Même si là, on est tous évidemment dans une relation tactile. On est assis, on a un crayon dans la main, mais en même temps on oublie complètement. On vit la plupart du temps dans l'oubli de soi, l'oubli du corps, mais là, la marche, c'est le redéploiement jubilatoire finalement de tous les sens. Et puis l'oubli, évidemment, qui est fondamental. Quand on marche, on est dans le silence, on est dans le chant des oiseaux, on est dans le vent dans les arbres. Et puis, même le goût fonctionne quand on marche, puisque d'abord, on va manger avec une fringale. On s'arrête quand on tire son sandwich de son sac, on connaît dans la ferme au village, c'est un moment d'émerveillement. Quand on boit de l'eau, même si on rêvait d'un lot de bière ou autre, on avait tellement soif que c'est également une jouissance extraordinaire. Donc voilà, la marche est une manière de redéployer nos sens, de redéployer le goût du vivre, le sens de la vie, de manière simple, de manière infiniment simple, peu coûteuse d'ailleurs, extrêmement démocratique, puisque tout le monde peut marcher à sa guise. Voilà, donc se retrouver, ou retrouver en tous les cas une version de soi beaucoup plus heureuse, beaucoup plus en harmonie avec nos valeurs. Et puis aussi, retrouver les autres, j'en ai dit quelques mots, mais c'est aussi retrouver le monde autour de soi. Alors pour ma part, j'ai horreur du mot nature, que je n'emploie quasiment jamais, parce que ça postule d'emblée la séparation. S'il y a de la nature, c'est qu'il y a de la culture, et qu'il y a de l'autre, et qu'il y a de la séparation, etc. Or, justement, dans mon travail sur l'invention du corps, dans l'anthropologie du corps et modernité, j'ai essayé de montrer que l'invention du corps dans nos sociétés, dans l'anatomophysiologie, c'est
cette idée que le corps c'est un organisme, mais avec les premiers anatomistes, évidemment, qui vont disséquer des corps, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, parce qu'il y avait un sentiment de sacralité de ce qu'on appelle le corps, mais qui ne s'appelait pas le corps en tant d'une manière dualiste, comme s'il y avait le corps d'un côté et l'esprit ou l'âme de l'autre. Donc les anatomistes brisent un tabou absolu, que la chair est création de Dieu ou est immergée dans le monde. Il y avait aussi d'ailleurs que la chair c'est la personne. Ce qui est, pour la première fois, les anatomistes vont considérer l'universalité de l'organisme, mais pour le pire, disons pour le meilleur et pour le pire. En tous les cas, c'est l'invention de la médecine occidentale qui est relayée très vite par Descartes, qui lui-même passait pas mal de temps à disséquer des animaux, des vaches notamment, etc. Un jour, on demande à Descartes quelle est votre bibliothèque et il montre un veau écorché. Voilà. Et pour Descartes, évidemment, le corps devient le mécanisme, etc. Mais il y a cette formule, évidemment, de Descartes qu'on cite souvent, qu'il faut rendre la nature utile et refaire rendre gorge à la nature pour qu'elle soit utile. Là, vous avez la rupture radicale entre Rabelais et Descartes. Chez Rabelais, on est dans le cosmos, on est dans le flamboiement du monde, on est dans l'univers du carnaval, où le corps est jubilatoire. Descartes, on entre dans le monde, dans l'ère de la modernité, sous l'égide de la séparation. L'invention du corps dans nos sociétés occidentales, c'est le deuil du cosmos, c'est le deuil de la communauté, du nous autres, qui régissait la société médiévale et le début de la société renaissante, et puis le deuil avec soi-même, puisque du coup on se trouve affublé d'un corps qui est un organisme et dans lequel parfois on a du mal à se reconnaître. Et c'est là que commence l'idée qu'on peut aussi, donc, comment dire, pas maltraiter, utiliser l'animal devient un objet. Rappelez-vous du procès du Moyen-Âge, relaté par les historiens, où on juge des chiens, où on juge des porcs, etc. Parce qu'ils ont fait ils ont été mauvais avec les humains. Ce qui implique une dignité de l'animal et de l'humain. Rappelez-vous aussi dans nos livres de classe, je m'en souviens encore, des arbres qui parlent, etc. L'univers dans la littérature médiévale ou renaissante, c'est l'idée que la nature est vivante autour de nous. La Renaissance va briser ça, enfin la Renaissance un peu plus tardive, va briser ce sentiment d'alliance avec le monde, et c'est là qu'émerge l'idée de la nature comme séparée de l'humain. Alors, pour terminer mon propos, je dirais que mon sentiment est que les marcheurs, justement, renouent avec une alliance, un sentiment d'alliance au monde. Voilà. Quand je marche dans la forêt, je n'ai pas besoin qu'on me l'apprenne, j'ai vraiment le sentiment que les rochers sont vivants, que les arbres sont vivants autour de moi, que je peux leur parler, que j'ai l'impression d'être accueilli par une colline, d'être accueilli par la lumière, d'être accueilli par la mer ou par une rivière si je m'y baigne, une vision qu'on appellerait animiste, que j'aime bien appeler polythéiste d'une certaine manière, parce que le polythéisme, ça réintroduit, au Brésil, par exemple, dans le candomblé de l'Umbanda, ça réintroduit quand même des débats parfois assez sérieux avec les dieux pour éviter un consensus, une forme de consensus qui sera un peu désuète. Voilà. Donc je pense que la marche est une manière de renouer avec un sentiment d'appartenance au monde, mais qui est partagé encore aujourd'hui par un certain nombre de sociétés humaines, qui sont en voie de liquidation d'ailleurs, du fait de la mondialisation, du fait que l'Amazonie brûle à une vitesse fulgurante. Dans les sociétés amérindiennes, il y a aussi ce même sentiment que la nature est vivante, que les rochers sont vivants, qu'il faut les respecter. D'ailleurs, les Amérindiens disent que la terre appartient à nos enfants. Elle n'appartient pas aux adultes, entre guillemets, comme on dit dans nos sociétés, mais aux enfants. C'est une manière de dire qu'elle appartient à personne. Elle appartient à une succession infinie de générations. Et donc, pour beaucoup de sociétés amérindiennes, de sociétés traditionnelles, comme on dit, société de la coutume, eh bien, il y a ce sentiment de cosmos, que le monde est un cosmos à laquelle on appartient de manière irréductible, on fait corps avec le monde. Et mon sentiment, donc, quelque part, une fois détournée, beaucoup de marcheurs retrouvent ce sentiment-là, ce sentiment d'être relié, de reliance avec le monde. Voilà. Alors j'ai évoqué évidemment dans mon propos
propos simplement l'une des formes de résistance. Il y en a sans doute, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, sachant que le militantisme aujourd'hui introduit plutôt des clivages qui sont terribles au plan politique, au plan social. On le vit absolument au quotidien, sachant aussi que la conversation est en train de disparaître, puisque la conversation devient de plus en plus rare dans un monde où les portables sonnent sans arrêt, ou même quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, cette personne tire toutes les 3 minutes son portable pour voir s'il y a un message, ou encore le téléphone sonne et vous avez votre partenaire qui s'esquive et vous laisse les bras ballants en vous demandant si vous devez partir ou attendre qu'il ait fini cette discussion. Donc dans cet univers justement de l'isolement, le lien, même le lien le plus élémentaire à l'autre, dans le sens de l'amitié, dans le sens même de la famille. Regardez les repas de famille aujourd'hui, quand ça existe encore, tout le monde est derrière son écran. Alors comment retrouver du lien social en étant lucide sur le monde, et donc en introduisant l'ambivalence et la complexité, pour ne pas être simplement dans des bons sentiments, c'est quand même pas facile. En tous les cas, la marche est l'une d'entre elles, à mon avis. On pourrait évoquer aussi sans doute le cyclotourisme ou autre, encore que les cyclistes sont quand même un petit peu plus isolés que les marcheurs. Et puis il y a des formes plus anciennes, comme la lecture, le cinéma, etc., qui nous relient davantage au passé, à l'histoire. Quand on lit un livre, on peut avoir l'impression d'être dans une conversation justement avec l'auteur. Quand on regarde un film, on peut se sentir en connivence, en conversation aussi avec des grands cinéastes, en tous les cas. Voilà, donc mon propos, comme je le dis souvent en citant Gramsci, peut vous paraître à la fois pessimiste et pas. Mais la phrase de Gramsci que je cite souvent, c'est le pessimisme de l'intelligence. Pour ma part, je suis profondément là, le pessimisme de mon interrogation de sociologue sur le monde à venir, et en même temps, évidemment, l'optimisme de la volonté, l'optimisme du cœur, comme je dis aussi parfois. Mais je pense que nous entrons en résistance